À cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose d'insolite se déroule dans notre quartier cosmique. Depuis l'apparition de la comète Atlas III, découverte en juillet, les événements spatiaux ont pris une tournure de plus en plus déconcertante. Ce vieux voyageur interstellaire défie la science depuis le premier instant. Mais ni sa composition chimique inhabituelle, ni son éclat émeraude ne sont désormais les éléments les plus frappants. Ce qui est réellement inquiétant, c'est ce qui suit. Notre système solaire, généralement prévisible et stable, semble s'être transformé en une autoroute encombrée d'objets convergeant sur des trajectoires improbables. D'un groupe compact de 7 corps célestes à une avalanche de comètes et d'astéroïdes frôlant la Terre, ce que nous observons dans le ciel est loin d'être ordinaire. Désormais, les astronomes sont contraints de se poser une question inévitable. Quel rôle joue réellement Atlas dans cette chorégraphie cosmique? Accompagne-moi dans ce voyage nocturne pour tenter de déterminer si nous faisons face à la plus grande coïncidence de la galaxie ou à quelque chose de bien plus profond. Première partie, une vague d'astéroïdes approche. À la mi-septembre 2025, une période normale de transit spatial était attendue. Le genre de phénomène que les scientifiques enregistrent avec précision, de manière routinière avant de passer à l'objet suivant. Cependant, l'univers avait d'autres plans. Ce qui s'est produit lors de ces fraîches nuits d'automne fut totalement inattendu, un spectacle céleste qui obligea les experts à courir vers leurs télescopes, tandis que le public se demandait s'il s'agissait de plus qu'une simple coïncidence. Le premier à apparaître fut le protagoniste principal, l'astéroïde 2025F A22, un bloc rocheux de la taille d'une montagne, mesurant entre 130 et 290 mètres de diamètre. Le 18 septembre, il passa à seulement 2 fois la distance lunaire, soit environ 835 000 kilomètres de la Terre. Assez proche pour faire les gros titres, mais suffisamment loin pour nous permettre de dormir tranquille. Pourtant, l'histoire ne faisait que commencer, FA22 n'arrivait pas seul. Ce n'était pas le classique astéroïde isolé, effectuant sa visite programmée. Il ressemblait plutôt à une première représentation dans un théâtre stellaire, avec plusieurs interprètes, apparaissant les uns après les autres en l'espace de quelques jours. L'objet proche de la Terre, 2025 RG, 2 prix de l'avance, se faisant remarquer le 15 septembre, à seulement 0,78 distance lunaire, soit environ 300 000 kilomètres de notre planète. En termes astronomiques, presque une poignée de main. Et ce n'était pas un événement isolé. Au cours de la même semaine, des dizaines d'autres corps traversèrent l'orbite terrestre à des distances sublunaires, laissant des traces visibles dans notre quartier cosmique. Chacun fut enregistré par le réseau mondial de surveillance spatiale. Bien que le nombre de visiteurs ne fût pas totalement inhabituel, quelque chose dans la synchronisation était inquiétant, comme s'ils avaient coordonné leur arrivée pour produire le maximum de dramaturgie possible. Puis apparut le casting secondaire. La comète C 2025R 2, détectée par l'instrument S, WAN, à bord de la mission S, OHO. Le 11 septembre, commença à briller au point de devenir visible à l'œil nu près de la constellation de la Vierge. Sa queue illuminait le crépuscule, tel un trait lumineux, à portée de regard de quiconque levait les yeux
lorsque le jour cédait la place à la nuit. Son destin après le périhélie restait incertain. De nombreuses comètes ne survivent pas à la chaleur accablante du Soleil et se désintègrent en une pluie de débris lumineux, monuments éphémères de leur existence fugace. Au milieu de ce défilé, une vieille connaissance réapparut dans les rapports Apophis, officiellement désignée 90 9942. Pendant des années, il a figuré en tête des listes de risques d'impact planétaire. Ce colosse de roche, de plus de 400 mètres de diamètre, est programmé pour une rencontre dangereusement proche avec la Terre le 13 avril 2029. À cette occasion, il passera à seulement 32 000 kilomètres de la surface terrestre, plus proche que de nombreux satellites géostationnaires. Il sera visible à l'œil nu traversant le ciel à 50 000 kilomètres par heure. Mais même avec tous ces acteurs sur scène, la véritable star de ce spectacle cosmique reste à révéler. Elle attendait encore en coulisses, cachée parmi les communiqués habituels de découverte, se trouvait quelque chose de jamais vu. Le soi-disant 3O Atlas, officiellement désigné C, bar 2025 N1. Il fut localisé le 1er juillet 2025 par l'équipe d'exploration Atlas au Chili. Dès le départ, il était clair, ce corps n'était pas comme les autres. Ce septembre-là, il saturait les télescopes, se montrant différent de tout astéroïde ou comète appartenant à notre famille solaire. Il était beaucoup plus singulier, un véritable étranger interstellaire. À peine le troisième confirmé dans l'histoire, avec des empreintes chimiques bouleversant ce que l'on croyait acquis sur la formation des mondes. Au début, l'Atlas se révélait comme une tache floue, se déplaçant sur le fond étoilé. Cependant, en affinant les observations et en traçant sa trajectoire, les mathématiques dévoilèrent un récit extraordinaire. Son orbite était hyperbolique. Cela signifiait qu'il possédait la vitesse nécessaire pour échapper complètement à l'emprise gravitationnelle du Soleil. Il venait d'un autre coin de la galaxie, peut-être à plusieurs années-lumière. Dans notre système, il poursuivrait sa route vers l'obscurité infinie, sans retour. Ce qui rendait cet atlas à 3 yeux encore plus spécial, c'était sa synchronisation. Son périhélie était prévu pour fin octobre 2025, seulement quelques semaines après le défilé d'astéroïdes de septembre. Puis, tel un acteur quittant la scène, il se perdrait dans la lumière éblouissante du soleil. Mais la patience serait récompensée début décembre, lorsque l'orbite terrestre offrirait un angle plus favorable. Le voyageur réapparaîtrait derrière le rideau lumineux, offrant la meilleure opportunité d'examiner une véritable relique d'un autre système stellaire. La fenêtre d'observation était idéale, trop idéale selon certains. Lors de son approche maximale de décembre, il se situerait à 1,88 unités astronomiques, soit environ 270 millions de kilomètres de la Terre. Cela ne représentait aucun danger, mais c'était suffisamment proche pour une étude spectroscopique détaillée avec la technologie la plus avancée. On aurait dit que l'univers avait livré un échantillon soigneusement emballé d'un autre soleil directement à notre porte, avec des conditions d'observation parfaites et le temps nécessaire pour l'analyser. Pourtant, des doutes surgissaient. Pourquoi maintenant, pourquoi? Une concentration si notable de phénomènes au cours des mêmes semaines. Il est vrai que de meilleurs instruments y contribuaient. Le tout nouvel observatoire Vera C. Rubin avait capté ses premières images en juin
2025, générant des milliers de détections en seulement 10 heures. Jamais nous n'avions eu autant d'yeux scrutant le ciel, avec une telle précision, révélant la véritable multitude de petits corps entourant notre système solaire. Pourtant, la coïncidence semblait trop calculée, trop synchronisée, pour être attribuée uniquement au hasard ou au biais de détection. Septembre 2025 présentait-il une particularité gravitationnelle, ou un alignement saisonnier capable d'attirer autant d'objets en même temps? Ou étions-nous les témoins du premier chapitre d'un spectacle cosmique plus vaste, avec une intrigue se déroulant à des échelles dépassant la perception humaine? L'ambiance parmi les astronomes n'était pas celle de la peur, mais d'une curiosité intense. Les défenses planétaires avaient beaucoup progressé depuis l'époque où les impacts n'existaient que dans les films catastrophes. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie pour repérer, étudier et même dévier les corps susceptibles de représenter une menace. Le récent succès de la mission DART de la NASA avait déjà prouvé qu'un impact contrôlé pouvait modifier la trajectoire d'un astéroïde, tandis que la mission Hera de l'Agence spatiale européenne se préparait à analyser en détail ses conséquences. Cependant, toute préparation dépendait du temps de préavis disponible, et cela soulevait des questions inconfortables. Il restait encore des visiteurs cachés, ceux qui avançaient depuis la direction du Soleil, invisibles derrière son éblouissant éclat jusqu'au moment décisif de leur approche finale. Et là surgissait l'inquiétude. Si le FA-22 avait eu une trajectoire d'impact, plutôt qu'un survol sûr, aurions-nous disposé du temps suffisant pour préparer une défense efficace? Et puis, il y avait le Troyeux Atlas. Sa chimie étrange et son origine interstellaire posaient une autre question. Était-ce un indice de l'existence d'une population entière de corps errants et invisibles se déplaçant entre les étoiles? La vague de septembre a éveillé quelque chose dans la conscience collective de la science. Ce n'était pas de la peur, mais la certitude que notre système solaire est bien plus dynamique, plus interconnecté avec la galaxie qui l'entoure, que nous ne l'avions jamais imaginé. C'était comme si nous assistions à la première scène d'une nouvelle étape de l'histoire humaine, le passage d'une espèce confinée à une seule planète, à des acteurs au sein d'un drame cosmique de proportions galactiques. Mais avant d'en arriver là, il fallait affronter une question urgente. Que se serait-il passé si FA-22 avait frappé la Terre au lieu de la frôler? Deuxième partie. Analyse approfondie de FA-22. Les mathématiques d'une collision spatiale ne font pas de cadeaux. Lorsque l'astéroïde 2025F A22 s'est approché le 18 septembre à un peu plus de 835 000 km, il transportait une énergie cinétique équivalente à 100 mégatonnes de TNT. Pour se représenter l'ampleur environ 2000 fois plus puissante que la bombe qui a détruit Hiroshima. Toute cette puissance concentrée dans un seul bloc rocheux de 130 à 290 mètres de diamètre. Mais la magnitude ne fait pas tout. L'essentiel est la façon dont cette énergie interagit avec la surface terrestre, ce qui dépend d'une chorégraphie complexe de facteurs, l'angle d'entrée dans l'atmosphère, la composition interne de l'objet et, en partie, la pure chance cosmique. La ligne entre une catastrophe régionale et une extinction globale peut dépendre de détails aussi simples que la nature solide du corps, fer massif ou amas de fragments, de son angle d'attaque,
de son explosion dans l'air ou de l'impact au sol. FA-22 voyageait à environ 10,8 km par seconde, une vitesse commune pour les objets proches de la Terre. Assez rapide pour comprimer l'air sur son passage, créant un manteau de plasma incandescent, mais pas suffisamment extrême pour suggérer qu'il venait de l'espace interstellaire. À cette vitesse, l'entrée aurait été brutale. L'astéroïde aurait commencé à briller comme un second soleil, même à plusieurs centaines de kilomètres de hauteur, tandis que son avant atteignait des températures de milliards de degrés en traversant des couches d'air de plus en plus denses. Pour un corps rocheux de la taille de FA-22, l'issue la plus probable aurait été une explosion atmosphérique, éclatant entre 5 et 15 kilomètres au-dessus du sol. Comme cela s'est produit à Tunguska, en Sibérie, en 1908, lorsqu'une détonation aérienne de 3 à 15 mégatonnes a rasé plus de 2000 km² de forêt sans laisser de cratère. Mais l'impact de FA-22 aurait été incomparablement plus dévastateur. Imagine être à 200 km de l'épicentre par une matinée claire. D'abord, la lumière un éclair plus brillant que le soleil lui-même, visible même en plein jour, capable de brûler les yeux et d'enflammer la végétation et les vêtements sur des centaines de kilomètres carrés. L'onde thermique durerait plusieurs secondes, suffisamment pour provoquer des brûlures au 3e degré à plus de 100 kilomètres de distance. Ensuite, le fracas. L'onde de choc d'une explosion aérienne de 100 mégatonnes détruirait des fenêtres sur une zone comparable à la taille d'un petit pays. La pression atmosphérique écraserait les habitations dans un rayon de 50 km et causerait des dégâts graves à plus de 150 km. Même les bâtiments en béton armé subiraient des destructions dans la zone la plus proche. Mais tout cela dépend d'un facteur clé, et si FA-22 n'avait pas été rocheux, mais composé d'un matériau plus résistant, comme le fer massif. Que se serait-il passé si l'objet avait été composé d'un matériau beaucoup plus compact, ou si son angle d'entrée avait été si faible qu'il aurait pénétré profondément dans l'atmosphère à un impact direct, avec un type de dévastation totalement différent. Grâce à des simulateurs d'impact, tels qu'Impact Earth, on estime qu'un astéroïde métallique d'environ 200 mètres, voyageant à 10 km par seconde, aurait ouvert un cratère de près de 3 km de diamètre et environ 500 mètres de profondeur. Le choc aurait été apocalyptique pour quiconque se trouvait dans son rayon visible. La collision vaporiserait à la fois l'astéroïde et une quantité équivalente de roches terrestres impactées, projetant des millions de tonnes de débris incandescents en trajectoire parabolique qui retomberaient en flammes sur des milliers de kilomètres carrés. Le tremblement sismique se serait ressenti comme un séisme de magnitude 6,5, capable de renverser des constructions et de provoquer des glissements de terrain sur une bande de centaines de kilomètres. Mais le scénario le plus terrifiant serait sans doute un impact océanique. Avec plus de 70% de notre planète recouverte d'eau, cette possibilité est statistiquement la plus probable. Et un choc dans l'océan ne se limite pas à un simple plongeon. Il génère quelque chose de bien pire des tsunamis. Selon les modèles les plus récents, même un astéroïde de 250 mètres frappant les eaux profondes produirait des vagues initiales supérieures à 100 mètres au point d'impact. Ces murs d'eau se propageraient à des vitesses proches de celles d'un avion de combat, conservant une force suffisante pour ravager des côtes entières
à des milliers de kilomètres. Un FA-22 tombant en plein Atlantique pourrait générer des vagues de jusqu'à 10 mètres, frappant les villes côtières de Boston à Barcelone, seulement quelques heures après. Cependant, un détail crucial est souvent perdu dans ces visions apocalyptiques: la hauteur des vagues diminue au fur et à mesure qu'elles traversent l'océan. Les simulations hydrodynamiques montrent qu'un tsunami de 100 mètres à l'épicentre peut se réduire à environ 10 mètres après 60 kilomètres de parcours et continuer à décroître en traversant les océans. Le résultat réel dépendrait de la forme des côtes et de la géographie sous-marine. La différence entre un désastre régional et une catastrophe mondiale est clé. Un impact de FA-22 générerait sans doute une destruction à grande échelle et des millions de personnes affectées, mais ne suffirait pas à altérer le climat de la planète, ni à mettre en péril l'humanité entière. Pour cela, il faut des colosses de plusieurs kilomètres de diamètre, frappant la Terre tous les centaines de milliers d'années. À titre de comparaison, il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé à Tcheliabinsk, en Russie, le 15 février 2013. Cet astéroïde, d'à peine 20 mètres, a libéré une explosion aérienne d'environ 500 kilotonnes de TNT. Plus de 500 personnes ont été blessées, la plupart par des vitres brisées sous l'onde de choc, et le monde a obtenu des images saisissantes de caméras embarquées dans des voitures, montrant comment la civilisation moderne réagit face à une roche spatiale. Le corps de Tcheliabinsk ne représentait qu'un dixième de la taille de FA-22, ce qui montre à quelle vitesse l'énergie destructive augmente avec le diamètre. Mais le plus alarmant n'était pas les dégâts, mais le fait que personne ne l'avait détecté. Il est arrivé depuis la direction du Soleil, camouflé dans son éclat, jusqu'à pénétrer dans l'atmosphère. Aucun télescope ne l'avait vu. Ce couloir solaire est aujourd'hui l'un des plus grands angles morts de notre surveillance spatiale. Par là, même des roches capables de raser des villes peuvent apparaître sans avertissement. Le survol sûr de FA-22 a donc servi de véritable répétition pour la coordination internationale en défense planétaire, nous rappelant à la fois notre vulnérabilité et notre capacité croissante de réponse. La brève inclusion de l'astéroïde sur la liste de surveillance des risques de l'Agence spatiale européenne, suivie de son exclusion après de nouvelles observations précisant sa trajectoire, a permis à l'institution de s'exercer à l'art délicat de communiquer des menaces potentielles sans provoquer d'alarme collective. Comment informer d'un danger potentiel sans semer le chaos? Comment coordonner les efforts internationaux face à des corps célestes susceptibles d'affecter différentes nations? Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a réalisé ce qui était en pratique un exercice d'urgence réel lors de l'approche de FA-22, testant les protocoles de communication et les stratégies de coordination qui seraient vitales en cas de crise authentique. Bien qu'il s'agisse finalement d'une fausse alerte, l'expérience a eu une grande importance, démontrant que le système peut fonctionner sous pression. En même temps, elle a mis en évidence des failles critiques qui subsistent dans notre capacité de défense planétaire. Le facteur le plus déterminant est le temps de préavis. Plus un objet dangereux est détecté tôt, moins le décalage nécessaire pour modifier sa trajectoire en toute sécurité est important. Une poussée minimale appliquée plusieurs années à l'avance peut remplacer des manœuvres désespérées de dernière minute.
La principale technique testée jusqu'à présent, validée par la mission DART de la NASA, consiste en l'impact cinétique, frapper l'astéroïde avec un vaisseau à grande vitesse, comme dans une partie de billard cosmique. Bien que efficace, cette stratégie exige une connaissance détaillée de la composition, de la structure et de la rotation de la cible. Il n'est pas pareil de dévier un amas de roches lâches qu'une masse compacte de faire un calcul erroné pourrait faire la différence entre une déviation réussie et une fragmentation catastrophique. Le cas FA22 rappelle que notre planète se trouve exposée au milieu d'un environnement rempli de débris spatiaux. La plupart sont de minuscules particules, de la taille de grains de sable, qui se désintègrent dans l'atmosphère et ne produisent que des pluies de météores inoffensives. Mais, de temps en temps, des objets bien plus grands réussissent à traverser les mailles de notre réseau de détection. Et lorsque cela se produit, les conséquences peuvent aller de la dévastation d'une ville à un impact sur la survie de civilisations entières. Le côté positif est que la surveillance s'améliore. De nouveaux télescopes de suivi commencent à fonctionner avec une capacité inédite pour détecter et suivre les astéroïdes dangereux, tandis que les observatoires spatiaux infrarouges combleront bientôt le couloir solaire aveugle qui avait permis à Tcheliabinsk de surprendre le monde en 2013. Cependant, en progressant dans le catalogage des risques dans notre voisinage cosmique immédiat, nous comprenons également combien nous ignorons sur le scénario plus vaste. Des objets comme l'énigmatique Oumuamua ou les atlas de visiteurs interstellaires nous rappellent que le système solaire n'est pas un refuge isolé, mais un point de passage sur l'autoroute galactique, constamment exposé à des voyageurs venant de régions éloignées entre les étoiles. Cela pose une question fascinante sur l'augmentation d'activité en septembre. Étions-nous témoins d'une coïncidence de corps non liés, ou existe-t-il un lien caché entre FA22, d'autres astéroïdes proches de la Terre, et le mystérieux visiteur interstellaire qui a fait les gros titres? Pour y répondre, il est nécessaire de regarder ce qui partageait également la scène pendant la troisième partie de l'histoire Swan, Apophis, et l'éruption de la comète. Alors que FA22 concentrait toute l'attention avec son approche, un autre voyageur céleste se préparait silencieusement à apparaître dans les cieux du soir. Il s'agissait de la comète C 2025 R2, détectée le 11 septembre par l'instrument d'anisotropie du vent solaire à bord de Soro. Le corps s'illuminait rapidement, atteignant un éclat suffisant pour être visible sans télescope, tandis qu'il descendait en direction du Soleil. Contrairement à la trajectoire prévisible et bien calculée de FA22, ce nouveau protagoniste apportait le facteur surprise. La comète représentait un phénomène beaucoup plus instable et imprévisible. Sa découverte par Swan a mis en évidence l'un des aspects les plus surprenants de l'astronomie moderne. L'instrument n'avait pas été conçu pour détecter les comètes. Sa fonction principale était d'enregistrer les émissions d'hydrogène générées par l'interaction du vent solaire aux confins du système solaire. Cependant, lorsqu'une comète commence à descendre vers le Soleil, elle libère de la vapeur d'eau riche en hydrogène, qui peut être détectée même à des millions de kilomètres. En pratique, Swan découvre de nouvelles comètes grâce à ces signaturées d'hydrogène qui se détachent sur le fond de l'espace interplanétaire. Vers la mi-septembre 2025, le C 2025 R2
avait déjà accru sa luminosité jusqu'à la 6e magnitude, se situant juste à la limite de visibilité, à l'œil nu, sous des cieux ruraux sombres. Les astronomes amateurs ont commencé à rapporter des observations près de la constellation de la Vierge, à proximité de l'étoile Spica et de la lueur rougeâtre de Mars, à l'horizon occidental, après le coucher du Soleil. La queue de la comète s'allongeait et gagnait en structure à mesure que la chaleur solaire sublimait ses glaces volatiles, formant la coma et la queue caractéristique qui ont inspiré l'humanité depuis l'Antiquité. Cependant, les comètes sont des corps extrêmement fragiles. Contrairement aux astéroïdes, composés de roches et de métal, elles sont essentiellement des agrégats lâches de glace, de poussière et de composés organiques, à peine cohésifs, par de faibles forces gravitationnelles et des volatiles congelés. La même chaleur qui crée leur spectacle visuel peut les détruire en plein parcours. De nombreuses comètes détectées par Swan ne survivent pas à leur premier passage près du Soleil, se fragmentant en courants de débris qui parfois génèrent de brèves pluies de météores avant de se disperser complètement. La physique de ce processus dépend d'une relation complexe entre les températures de sublimation et le rayonnement solaire. L'eau commence à sublimer autour de 200 Kelvin, tandis que des composés plus volatiles, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, se libèrent à des distances plus grandes. Ces jets de gaz, passant directement de l'état solide à l'état gazeux, peuvent modifier la trajectoire de la comète par des forces non gravitationnelles, compliquant énormément la prédiction de ses orbites. Ce facteur rend particulièrement incertain le parcours des comètes effectuant leur première approche depuis le nuage d'Oort, comme c'était le cas du C 2025 R2. Tout au long du mois de septembre, son destin restait incertain. Les corps glacés provenant des régions externes contiennent généralement des glaces vierges jamais exposées au soleil. Et lorsqu'ils affrontent la chaleur, la sublimation rapide génère des tensions internes capables de fracturer le noyau. Dans un tel scénario, la comète pourrait se diviser en multiples fragments, chacun avec sa propre queue et coma, ou même se désintégrer en un nuage diffus de débris. Et tandis que ce nouveau venu captait l'attention des observateurs et astronomes, un autre protagoniste céleste se préparait à voler la vedette l'astéroïde 99 942 Apophis. Ce bloc rocheux d'environ 400 mètres de diamètre, qui avait un temps figuré en tête de liste des menaces pour la défense planétaire, poursuit inexorablement sa route vers ce qui sera la rencontre la plus proche enregistrée entre la Terre et un astéroïde de cette taille. Le 13 avril 2029, Apophis passera à seulement 32 000 km de notre planète, c'est-à-dire plus près que plusieurs satellites de communication géostationnaires. Il sera visible à l'œil nu, même depuis des zones urbaines, brillant comme une étoile en mouvement rapide. Le survol se produira à environ 50 000 km par heure, suffisamment vite pour que son déplacement soit perceptible en temps réel sur le fond étoilé sans télescope. Ce qui est vraiment fascinant dans cette rencontre, c'est que, grâce aux observations radar et aux études orbitales, nous savons avec certitude qu'il n'existe aucun risque d'impact, du moins pour les 100 prochaines années. Le suivi optique a ajusté sa trajectoire avec une précision remarquable, écartant toute possibilité d'impact lors du passage de 2029
ou dans les décennies suivantes. Cela permet à la communauté scientifique de se concentrer pleinement sur l'opportunité unique d'analyser un astéroïde de grande taille lors d'un survol si proche. L'influence gravitationnelle de la Terre sera intense et durable. Apophis subira des tensions de marée capables de modifier sa rotation, altérer sa surface et même provoquer des glissements ou la redistribution de matériaux sur tout son corps. L'objet qui émergera après la rencontre ne sera pas le même que celui qui s'est approché, offrant un laboratoire naturel pour comprendre comment les interactions planétaires proches transforment les petits corps sur des échelles géologiques. La mission OSIRIS-APEX de la NASA, une adaptation de la réussite OSIRIS-REx, est déjà en route pour rejoindre Apophis peu après le survol de 2029. Cette sonde passera des mois à cartographier la surface post-rencontre, évaluant comment la gravité terrestre a affecté ses propriétés physiques et sa structure interne. Les informations obtenues seront essentielles pour de futures missions de déviation d'astéroïdes, nécessitant de comprendre comment ces objets répondent aux influences externes. Le passage d'Apophis, à peine 3 ans et demi après l'augmentation inhabituelle de septembre 2025, soulève la question de savoir si nous traversons une phase de plus grande activité des corps proches de la Terre. D'un point de vue statistique, ne suivent pas un calendrier défini, ce sont des événements aléatoires gouvernés par les interactions gravitationnelles complexes qui façonnent le système solaire depuis des milliards d'années. Pourtant, la concentration d'événements significatifs sur une période si courte semble défier l'idée d'une distribution complètement aléatoire. En partie, cette augmentation apparente s'explique par un biais d'observation. L'aboutissement de projets de suivi des astéroïdes, comme l'INEA et d'autres campagnes systématiques au cours des 2 dernières décennies, a considérablement accru notre capacité à détecter et surveiller les objets potentiellement dangereux. À cela s'ajoute l'observatoire Vera C. Rubin, qui en juin 2025 a capté ses premières images astronomiques. Son large champ de vision et la haute sensibilité de ses détecteurs permettront de scanner tout le ciel visible, toutes les quelques nuits, offrant une fréquence d'observation sans précédent pour découvrir de nouveaux corps et suivre ceux déjà identifiés. Cependant, les améliorations dans la détection ne suffisent pas à expliquer le regain de septembre, ni la surprenante variété d'objets observés. Aux côtés du passage de FA-22 et de l'éclat croissant de la comète C 2025-R2, de nombreux petits corps ont traversé notre environnement cosmique local. Le 2025 RG2, par exemple, s'est approché à seulement 0,78 distance lunaire le 15 septembre. Au cours du mois, plusieurs rencontres à portée sublunaire ont été enregistrées, toutes cataloguées et surveillées par le réseau mondial de surveillance spatiale. La saisonnalité pourrait donner un indice sur les dynamiques sous-jacentes. Le parcours de la Terre, à travers différentes zones du système solaire intérieur, varie au fil de l'année. Et il est possible que septembre 2025 coïncidait avec le transit dans une région particulièrement dense en débris spatiaux. Une autre explication possible est que la concentration apparente résulte de résonances gravitationnelles complexes qui, sur des millions d'années, peuvent synchroniser les orbites de plusieurs objets. Les comètes introduisent un niveau supplémentaire de complexité dans cette danse cosmique. Contrairement aux astéroïdes,
qui suivent généralement des trajectoires relativement stables et prévisibles, les comètes sont sujettes à des changements drastiques de leur orbite à cause de la désgazification ou des perturbations des géants gazeux. Les comètes à longue période, provenant du nuage de Oort, apparaissent pratiquement sans avertissement, suivant des trajectoires qui ne les avaient jamais rapprochées du Soleil au cours de milliers, voire de millions d'années. La différence entre astéroïdes, comètes et météorites entraîne souvent de la confusion dans les discussions publiques sur la défense planétaire. Pourtant, ces distinctions sont essentielles pour comprendre les risques d'impact et les tactiques de mitigation possibles. Les astéroïdes sont essentiellement des montagnes de roches ou de métal qui orbitent dans l'espace, suivant des trajectoires bien définies, modifiées lentement au fil du temps. Les comètes, en revanche, sont des corps chargés de composés volatiles dont le comportement peut devenir imprévisible en raison de la désgazification. Les météores ne sont que des phénomènes lumineux produits lorsque de minuscules particules se consument en entrant dans l'atmosphère terrestre, indépendamment de leur origine, qu'elles proviennent d'un astéroïde ou d'une comète. Cette diversité de petits corps reflète l'histoire complexe de formation et d'évolution de notre système solaire. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter abrite les vestiges de la formation planétaire qui n'ont jamais pu s'assembler en un monde solide, tandis que les comètes conservent des réserves de glace primordiale et de matière organique provenant des régions les plus éloignées de la nébuleuse solaire primitive. Chaque population raconte une partie de l'histoire de la formation des planètes autour des étoiles et présente différents défis pour la défense planétaire. À l'automne 2025, le ciel se préparait à des révélations encore plus surprenantes. La vague de corps connus du système solaire observée en septembre était sur le point d'être éclipsée par quelque chose jamais vu auparavant, un visiteur provenant d'un autre système stellaire, portant des signatures chimiques capables de défier les idées les plus enracinées sur la formation planétaire et la nature de l'espace interstellaire. Cependant, avant de pouvoir être analysé, ce voyageur énigmatique devait traverser l'environnement gravitationnel complexe du système solaire intérieur, tout en restant caché par l'éclat du Soleil lors de son approche la plus proche. Lorsqu'il devint enfin visible dans les télescopes, début décembre, 3 observatoires Atlas confirmèrent qu'il s'agissait de quelque chose de différent de tout ce qui avait été enregistré par l'astronomie. Le 1er juillet 2025, une routine d'observation automatisée du ciel captura ce qui semblait être un simple point de lumière insignifiant. L'ensemble des télescopes Atlas, à Rio Hurtado, au Chili, avait photographié des milliers d'objets similaires, astéroïdes, comètes et étoiles lointaines qui changeaient légèrement de position par rapport au fond stellaire. Mais ce point, en particulier, était destiné à transformer notre compréhension de ce qui voyage entre les étoiles. Initialement catalogué comme un possible objet proche de la Terre, il ne présentait aucune différence notable par rapport aux innombrables enregistrements précédents dans la base de données d'Atlas. Les systèmes automatisés l'ont désigné pour des observations de suivi en raison de son mouvement particulier dans le ciel. En quelques jours, des observatoires dans différentes parties du monde commencèrent à suivre sa trajectoire avec plus de précision. C'est au cours de ce processus de suivi astrométrique de routine que les astronomes comprirent qu'ils avaient devant eux quelque chose de sans précédent. Les calculs orbitaux étaient sans équivoque
en affinant les éléments orbitaux avec plus de données, une caractéristique restait claire, son excentricité orbitale dépassait l'unité. En dynamique céleste, c'est le signe incontestable d'une orbite hyperbolique, c'est-à-dire une trajectoire avec une vitesse suffisante pour échapper complètement à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Cet objet n'appartenait pas à notre système solaire, il le traversait simplement. Le Atlas à 3 yeux devint ainsi le 3e visiteur interstellaire confirmé de l'histoire, après le mystérieux objet allongé un Ibar Oumuamua en 2017 et la comète de Ibar-Borisov en 2019. Mais, à la différence de ces deux précédents, ce nouvel intrus arriva au moment parfait pour permettre un suivi détaillé. Sa trajectoire le conduirait à atteindre le périhélie, son point le plus proche du Soleil, vers le 30 octobre 2025, suivi de son approche maximale de la Terre en décembre, à une distance approximative d'1,8 unité astronomique. En termes pratiques, cela équivaut à environ 270 millions de kilomètres, assez loin pour ne représenter aucun risque immédiat, mais suffisamment proche pour offrir à la science une opportunité unique. Il ne présentait aucun danger pour notre planète, mais sa proximité était idéale pour réaliser une analyse spectroscopique minutieuse avec les télescopes les plus avancés de l'humanité. C'était comme si l'univers avait préparé un service de livraison à un impact direct, avec un type de dévastation totalement différent. Grâce à des simulateurs d'impact, tels qu'Impact Earth, on estime qu'un astéroïde métallique d'environ 200 mètres, voyageant à 10 km par seconde, aurait ouvert un cratère de près de 3 km de diamètre et environ 500 mètres de profondeur. Le choc aurait été apocalyptique pour quiconque se trouvait dans son rayon visible. La collision vaporiserait à la fois l'astéroïde et une quantité équivalente de roches terrestres impactées, projetant des millions de tonnes de débris incandescents en trajectoire parabolique qui retomberaient en flammes sur des milliers de kilomètres carrés. Le tremblement sismique se serait ressenti comme un séisme de magnitude 6,5, capable de renverser des constructions et de provoquer des glissements de terrain sur une bande de centaines de kilomètres. Mais le scénario le plus terrifiant serait sans doute un impact océanique. Avec plus de 70% de notre planète recouverte d'eau, cette possibilité est statistiquement la plus probable. Et un choc dans l'océan ne se limite pas à un simple plongeon. Il génère quelque chose de bien pire des tsunamis. Selon les modèles les plus récents, même un astéroïde de 250 mètres frappant les eaux profondes produirait des vagues initiales supérieures à 100 mètres au point d'impact. Ces murs d'eau se propageraient à des vitesses proches de celles d'un avion de combat, conservant une force suffisante pour ravager des côtes entières à des milliers de kilomètres. Un FA-22 tombant en plein Atlantique pourrait générer des vagues de jusqu'à 10 mètres, frappant les villes côtières de Boston à Barcelone seulement quelques heures après. Cependant, un détail crucial est souvent perdu dans ces visions apocalyptiques. La hauteur des vagues diminue au fur et à mesure qu'elles traversent l'océan. Les simulations hydrodynamiques montrent qu'un tsunami de 100 mètres à l'épicentre peut se réduire à environ 10 mètres après 60 km de parcours et continuer à décroître en traversant les océans. Le résultat réel dépendrait de la forme des côtes et de la géographie sous-marine. La différence entre un désastre régional et une catastrophe mondiale est clé.
Un impact de FA-22 générerait sans doute une destruction à grande échelle et des millions de personnes affectées, mais ne suffirait pas à altérer le climat de la planète, ni à mettre en péril l'humanité entière. Pour cela, il faut des colosses de plusieurs kilomètres de diamètre, frappant la Terre tous les centaines de milliers d'années. À titre de comparaison, il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé à Tcheliabinsk, en Russie, le 15 février 2013. Cet astéroïde, d'à peine 20 mètres, a libéré une explosion aérienne d'environ 500 kilotonnes de TNT. Plus de 500 personnes ont été blessées, la plupart par des vitres brisées sous l'onde de choc, et le monde a obtenu des images saisissantes de caméras embarquées dans des voitures, montrant comment la civilisation moderne réagit face à une roche spatiale. Le corps de Tcheliabinsk ne représentait qu'un dixième de la taille de FA-22, ce qui montre à quelle vitesse l'énergie destructive augmente avec le diamètre. Mais le plus alarmant n'était pas les dégâts, mais le fait que personne ne l'avait détecté. Il est arrivé depuis la direction du Soleil, camouflé dans son éclat, jusqu'à pénétrer dans l'atmosphère. Aucun télescope ne l'avait vu. Ce couloir solaire est aujourd'hui l'un des plus grands angles morts de notre surveillance spatiale. Par là, même des roches capables de raser des villes peuvent apparaître sans avertissement. Le survol sûr de FA-22 a donc servi de véritable répétition pour la coordination internationale en défense planétaire, nous rappelant à la fois notre vulnérabilité et notre capacité croissante de réponse. La brève inclusion de l'astéroïde sur la liste de surveillance des risques de l'Agence spatiale européenne, suivie de son exclusion après de nouvelles observations précisant sa trajectoire, a permis à l'institution de s'exercer à l'art délicat de communiquer des menaces potentielles sans provoquer d'alarme collective. Comment informer d'un danger potentiel sans semer le chaos? Comment coordonner les efforts internationaux face à des corps célestes susceptibles d'affecter différentes nations? Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a réalisé ce qui était en pratique un exercice d'urgence réel lors de l'approche de FA-22, testant les protocoles de communication et les stratégies de coordination qui seraient vitales en cas de crise authentique. Bien qu'il s'agisse finalement d'une fausse alerte, l'expérience a eu une grande importance, démontrant que le système peut fonctionner sous pression. En même temps, elle a mis en évidence des failles critiques qui subsistent dans notre capacité de défense planétaire. Le facteur le plus déterminant est le temps de préavis. Plus un objet dangereux est détecté tôt, moins le décalage nécessaire pour modifier sa trajectoire en toute sécurité est important. Une poussée minimale appliquée plusieurs années à l'avance peut remplacer des manœuvres désespérées de dernière minute. La principale technique testée jusqu'à présent, validée par la mission DART de la NASA, consiste en l'impact cinétique, frapper l'astéroïde avec un vaisseau à grande vitesse, comme dans une partie de billard cosmique. Bien que efficace, cette stratégie exige une connaissance détaillée de la composition, de la structure et de la rotation de la cible. Il n'est pas pareil de dévier un amas de roches lâches qu'une masse compacte de faire un calcul erroné pourrait faire la différence entre une déviation réussie et une fragmentation catastrophique. Le cas FA-22 rappelle que notre planète se trouve exposée au milieu d'un environnement rempli de débris spatiaux. La plupart sont de minuscules particules, de la taille de grains de sable, qui se désintègrent dans l'atmosphère
et ne produisent que des pluies de météores inoffensives. Mais, de temps en temps, des objets bien plus grands réussissent à traverser les mailles de notre réseau de détection. Et lorsque cela se produit, les conséquences peuvent aller de la dévastation d'une ville à un impact sur la survie de civilisations entières. Le côté positif est que la surveillance s'améliore. De nouveaux télescopes de suivi commencent à fonctionner avec une capacité inédite pour détecter et suivre les astéroïdes dangereux, tandis que les observatoires spatiaux infrarouges combleront bientôt le couloir solaire aveugle qui avait permis à Tcheliabinsk de surprendre le monde en 2013. Cependant, en progressant dans le catalogage des risques dans notre voisinage cosmique immédiat, nous comprenons également combien nous ignorons sur le scénario plus vaste. Des objets comme l'énigmatique Oumuamua ou les atlas de visiteurs interstellaires nous rappellent que le système solaire n'est pas un refuge isolé, mais un point de passage sur l'autoroute galactique, constamment exposé à des voyageurs venant de régions éloignées entre les étoiles. Cela pose une question fascinante sur l'augmentation d'activité en septembre. Étions-nous témoins d'une coïncidence de corps non liés, ou existe-t-il un lien caché entre FA22, d'autres astéroïdes proches de la Terre, et le mystérieux visiteur interstellaire qui a fait les gros titres? Pour y répondre, il est nécessaire de regarder ce qui partageait également la scène pendant la troisième partie de l'histoire Swan, Apophis, et l'éruption de la comète. Alors que FA22 concentrait toute l'attention avec son approche, un autre voyageur céleste se préparait silencieusement à apparaître dans les cieux du soir. Il s'agissait de la comète C 2025 R2, détectée le 11 septembre par l'instrument d'anisotropie du vent solaire à bord de Soro. Le corps s'illuminait rapidement, atteignant un éclat suffisant pour être visible sans télescope, tandis qu'il descendait en direction du Soleil. Contrairement à la trajectoire prévisible et bien calculée de FA22, ce nouveau protagoniste apportait le facteur surprise. La comète représentait un phénomène beaucoup plus instable et imprévisible. Sa découverte par Swan a mis en évidence l'un des aspects les plus surprenants de l'astronomie moderne. L'instrument n'avait pas été conçu pour détecter les comètes. Sa fonction principale était d'enregistrer les émissions d'hydrogène générées par l'interaction du vent solaire aux confins du système solaire. Cependant, lorsqu'une comète commence à descendre vers le Soleil, elle libère de la vapeur d'eau riche en hydrogène, qui peut être détectée même à des millions de kilomètres. En pratique, Swan découvre de nouvelles comètes grâce à ces signaturées d'hydrogène qui se détachent sur le fond de l'espace interplanétaire. Vers la mi-septembre 2025, le C 2025 R2 avait déjà accru sa luminosité jusqu'à la 6e magnitude, se situant juste à la limite de visibilité à l'œil nu sous des cieux ruraux sombres. Les astronomes amateurs ont commencé à rapporter des observations près de la constellation de la Vierge, à proximité de l'étoile Spica et de la lueur rougeâtre de Mars, à l'horizon occidental, après le coucher du Soleil. La queue de la comète s'allongeait et gagnait en structure à mesure que la chaleur solaire sublimait ses glaces volatiles, formant la coma et la queue caractéristique qui ont inspiré l'humanité depuis l'Antiquité. Cependant, les comètes sont des corps extrêmement fragiles. Contrairement aux astéroïdes, composés de roches et de métal, elles sont essentiellement
des agrégats lâches de glace, de poussière et de composés organiques, à peine cohésifs, par de faibles forces gravitationnelles et des volatiles congelés. La même chaleur qui crée leur spectacle visuel peut les détruire en plein parcours. De nombreuses comètes détectées par Swan ne survivent pas à leur premier passage près du Soleil, se fragmentant en courants de débris qui parfois génèrent de brèves pluies de météores avant de se disperser complètement. La physique de ce processus dépend d'une relation complexe entre les températures de sublimation et le rayonnement solaire. L'eau commence à sublimer autour de 200 Kelvin, tandis que des composés plus volatiles, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, se libèrent à des distances plus grandes. Ces jets de gaz, passant directement de l'état solide à l'état gazeux, peuvent modifier la trajectoire de la comète par des forces non gravitationnelles, compliquant énormément